faut l'enfermer. C'est pas possible, pas possible. Bienvenue pour un nouvel épisode du podcast NBA Extra. Ça y est, les Finals NBA ont bien débuté sur nos antennes et aujourd'hui on va revenir donc sur ce premier match qui est déjà rentré dans les livres d'histoire. C'est Chris Singleton qui va en parler avec moi aujourd'hui. Hello everybody. Hello. Oh, c'est un petit hello. Oh non, j'ai passé la nuit debout. Donc, je crois qu'on est deux, mais on a bien fait, je crois, de rester. Oui. On peut pas demander mieux que ça. Même si un écart OKC a mené de début à la fin, et vraiment la fin, donc 3 dixièmes. Pour ceux qui débarquent, on va revenir, comme tu le disais, Indiana a remporté ce match 1, un vrai braquage, on peut le dire cette fois-ci, en étant mené de bout en bout et finalement en s'imposant à 0,3 dixième, 3 dixièmes de la fin de la rencontre avec un tir exceptionnel de Tyrese Haliburton qu'on a désormais l'habitude. D'ailleurs, on va rester sur lui. J'avais déjà 2-3 petites stats à te donner et à vous donner pour bien comprendre ce qu'est en train de réaliser le meneur des Pacers. Le dernier shoot victorieux en finale NBA, t'as peut-être une idée, Chris, ça remonte. Oui, ça remonte à un autre siècle. Kawhi Leonard. Non. En finale. En finale. En finale, c'était Michael Jordan en 97 lors le du fameux Game 1. Touche. 97 face à Utah. Et puis, pour revenir sur Haliburton aussi, c'est donc le 5e tir égalisateur ou décisif qu'il inscrit dans les 5 dernières secondes en play-off de sa carrière. Le 4e rien que dans ses playoffs 2025. Il y en a seulement un qui a fait mieux dans l'histoire pour l'instant. Non. LeBron James. Oui. Qu'en est à 8. Mais en tout cas, c'est assez exceptionnel là, ce que Tyrese Haliburton a encore réussi, Chris. Oui, il fait partie des joueurs qui ont envie d'avoir ce moment. N'importe quelle façon que ça se passe, ils veulent avoir le ballon. S'ils ratent 10 shoots précédents, ils veulent avoir le ballon. Ce qui lui est un petit peu arrivé en plus. Il n'était pas sur un gros match. Non, du 14 tout. points au final. Mais je persiste et je signe. C'est pas combien, c'est quand. Ah oui, voilà. Donc, lui, il est là, il est présent. Ouais. Il est présent au fin de match. Et puis, on voit qu'il le recherche, justement, quand tu vois à la vitesse qu'il était chercher le ballon, pousser le ballon, il avait les yeux que rivés sur le cercle. Ouais. Donc, le pull-up, qui n'est pas une de ses spécialités. Non, mi-distance comme ça. Mi-distance, pas du tout. Donc, mais il a vu que là, c'était l'occasion, ce que la défense donnait. Donc, voilà, il a pris ça en main et puis voilà. Et le fait que aussi son entraîneur prenne pas temps mort, ça va avec ce que tu dis aussi. Il est resté des temps morts. Il est resté 10 secondes. En gros, parce que quand tu joues contre la défense, le mieux doté, le mieux noté, tu veux pas. Pas d'attaque placée. Pas d'attaque placée contre une défense placée. Donne trop d'informations. Donc, il faut mieux. Et Indiana, c'est leur jeu. Terrain ouvert, je pousse, je cherche et voilà. Évidemment. Je crois que c'est l'équipe qui marque le plus rapidement sur ces actions. On avait déjà sorti les stats. Justement, 5e fois que les Pacers remontent un déficit de 15 points dans les 5 dernières minutes pour l'emporter. C'est devenu une habitude, c'est plus de la chance là. Non, c'est pas de la chance. Mais c'est même non, ça peut pas être une tactique non plus. Ça vient d'où, Chris ça vient d'une équipe qui est habituée dans ces situations-là. Ça vient d'une coach expérimentée qui leur rassure, qui leur dit restez dedans. On a entendu son discours à la mi-temps. 19 à 20 paires de balles, mais on n'est que à -6. On rate des shoots ouverts.
mais prenez-les. Ouais. Donc voilà, c'est de renforcement ils croient dans leur jeu. Ouais, donc voilà, Et puis c'est ça, pas plus simple que ça. Ils se sont vraiment jamais énervés. C'est ça qui est. Non. On n'a jamais vu de frustration, rien du tout. C'est Non, quand même assez exceptionnel. parce qu'il y a une transition attaque-défense. Mhm. Le pressing tout le terrain, Ouais. tu peux pas... Ils n'ont pas le temps de réfléchir. Non, non, donc c'est né dans le guidon, voilà. Voilà, donc il y avait encore, on peut en rajouter un des stats, mais c'était intéressant que tu parles du coach, puisque c'est le dernier à avoir justement remonté un déficit de 15 points en finale, dans un match des finales. C'était pas avec la même équipe, hein, c'était avec les Mavericks contre le Heat. Ça remonte à 2011. T'as parlé des pertes de balles, je pense qu'on peut parler de ça, c'est quand même un match, c'est dur quand même de l'analyser. On vous le rappelle, donc 19 pertes de balles à la mi-temps, 24 au total. C'est des records de franchise qu'il n'y a jamais eu. Oui. C'est fou quand même. Non, mais c'est tout à fait là le scénario du match. Ouais. 19 paires de balles. Ouais. Oui, donc que plus 6 à la mi-temps. Et c'est là où, justement, Oklahoma n'a peut-être pas assez profité en n'étant pas si adroit que ça. Oui. Le stat qui était terrible, c'est que OKC avait 18 shoots de plus, c'est ça. mais ils avaient 41%. Les OKC ne profitent pas du début de match. Voilà, c'est hallucinant que ça se passe comme ça. Et Indiana pouvait justement rentrer à la mi-temps en se regardant le score et dire voilà, on est bien. C'est paradoxal. Mais c'est fou quand même. Et en plus de ça, ils sont habitués, on l'a déjà dit. On va passer à Oklahoma. Il y a des choses à dire aussi. On peut peut-être revenir déjà sur cet ajustement dans le 5 de départ de Marc Daigneault qui a un petit peu surpris tout le monde. Je ne sais pas si toi ça t'a surpris, mais avec ce changement de Kayson Wallace à la place d'Isaiah Hartenstein, donc un petit pour enlever un intérieur. On avait été habitué au Thunder à jouer avec deux intérieurs, avec Hartenstein et Chet Holmgren. Qu'est-ce qu'il a voulu faire selon toi, Marc Daigneault ? Ça tourne autour de Siakam. Ouais. Il pensait pas que il voulait mettre la pression, il voulait presser, il voulait pas sortir les grands. C'est systématiquement. Mais en fait, c'est ça qui est arrivé. Oui. Ça, hein. Non, mais clairement, Chet Holmgren, en plus, je vais vous dire, moi, je trouve que c'est le facteur X de cette série. Donc, oui. Donc, lui... Pour l'instant, il n'a pas répondu présent. Non, mais voilà, le résultat. Voilà. C'est avec une grosse défense de Miles Turner aussi, qui lui a répondu clairement présent. Oui, par moment. Depuis le temps qu'on l'attendait dans des finales NBA. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un plan B. C'est pas du tout... je donnerais, si je notais le match de OKC, un 6. Un 6 à 10 à l'équipe. Ah, oui. Oui, parce que c'est pas... Tu vois, on dit qu'on peut gagner en jouant mal, mais non, pas contre Indiana. Parce que c'est à un moment donné, ils vont te rattraper et c'est le pire de leçons. J'ai entendu chez Guidjus dire voilà, on va apprendre de ça. On a déjà été là. Oui, c'est vrai que contre Denver. Ça leur est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Dans un match 1. Oui. Donc, et ils ont remporté la série. Oui. Donc, dans un Game 7, peut-être qu'on sera aussi... on aura le droit à ce joli cadeau aussi, mais c'est vrai que... Ils l'ont déjà fait, ce Thunder. Tu parlais de Siakam, on a vu encore Caruso défendre un petit peu sur lui, un petit peu à la façon dont il l'avait fait contre Jokic, justement, pour revenir sur cet affrontement contre Denver. Oui, non, mais si tu veux, on a le choix. Et je ne comprends pas pourquoi ils ont tellement insisté pendant la saison régulière sur l'option de grand. Donc voilà, tout d'un coup,
dans les finales. C'était pas le moment de le faire. C'était pas le moment de le faire. Ça marchait bien comme ça. Oui. Donc, on l'a vu, Chet Holmgren, peut-être aussi, on lui fait trop de confiance. C'est pas par des moments comme ça que tu vas travailler ton jeu, tu vas éclipser ton jeu. Voilà. Et en plus, Isaiah Hartenstein a apporté un petit peu Oui, justement tout de suite. de force. J'aurais peut-être fait à l'inverse. Ouais, au début. Ouais. Est-ce qu'il va justement ajuster ou il va rester sur... On va voir s'il est têtu ou pas. Ouais, tu sais pas trop. Je sais pas trop. Non, il va vouloir, pour garder sa ligne de conduite, il va vouloir montrer que, voilà, on a déjà vu, Marc Daigneault n'est pas quelqu'un qui accepte le challenge. Voilà, donc on va voir. On va voir. L'autre chose quand même à souligner, et on ne peut pas lui en vouloir beaucoup du côté d'Oklahoma, c'est les 38 points de Shai Gilgeous-Alexander qui a répondu en tant que MVP. Alors, évidemment, on pourra lui reprocher peut-être de manquer ce dernier tir, et d'ailleurs on n'a pas parlé d'Andrew Nembhard qui a super bien défendu sur lui en fin de match. Qu'est-ce qu'on doit penser de cette prestation du MVP ? Est-ce qu'il devait en faire encore plus ou là c'est aussi ses coéquipiers qui n'ont pas assez répondu? Ouais, c'est ses coéquipiers. Ouais. Tu parlais d'Holmgren, c'est aussi Jalen Williams. Oui, Jalen Williams, tous les joueurs qui sont à côté, Cason Wallace, Wiggins, même AC9, Alexander. Oui, il a mis quelques 3 points, mais... Oui, non, mais C'était d'ailleurs lui qui jouait, qui était la première option quand Shai a été un peu sur le banc en seconde période. Non, mais c'est J-Dub. Oui, mais on a vu, prenait pas mal de tirs aussi. Non, c'est J-Dub qui... Mais pour revenir à cette histoire de Nembhard, il le connaît. Donc, on les a vus se friter un petit peu, d'ailleurs. Voilà. Donc, entre Canadiens. Rick Carlisle, sûrement, lui a poussé. Ouais. Il savait que Shai allait ramener ça à un duel Canadien. Donc, à partir de ce moment-là, c'est là que Shai a déjoué un peu, parce que les points, oui, 38, mais le volume et le monopoly du jeu, voilà. 14 sur 30. Voilà, donc ils sont sortis de leur truc collectif pour l'effondrement collectif. Donc, voilà, ce qui arrive, c'est un engrenage. Voilà, il s'énervait, et puis Nembhard a mis une tête. Voilà. C'est carrément une tête. Voilà. Donc, mais pour tout te dire, parce qu'on pense évidemment à la défense de Nembhard aussi sur Jalen Brunson au tour précédent, qui avait été exceptionnel. Moi, je le voyais pas aussi bien défendre. Bon, c'est qu'un match. Face à un Shai qui est quand même plus grand que lui, qui a un jeu différent, et il répond encore présent. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'impressionne chez lui ou... Non, mais c'est évidemment quelque chose qui m'impressionne chez les Pacers. Tout le monde a dit qu'il ne défend pas. Tout le monde a dit que c'est pas collectivement, c'est tout pour l'attaque. Mais quand tu vois... les Nembhard, le Tyrese Haliburton, c'est Siakam. C'est ça, on parlait de la profondeur de l'effectif, du collectif. Là, clairement, on disait que ces deux équipes l'avaient. Là, c'est clairement Indiana pour l'instant qui remporte ce match-là. Oui. Et pour moi, c'est là que va se jouer cette finale. C'est au fur et à mesure des matchs, quelle profondeur d'effectif l'emportera sur l'autre. Oui, quel impact dans la peinture. Parce que, aussi. Oui, donc non seulement défensivement. Oui, donc voilà, je pense que là, comme tu as dit, le premier match est gagné par le banc. Le deuxième match, on ne le sait pas.
7 joueurs à avoir inscrit plus de 9 points. Du Voilà, côté. donc un à 38 de l'autre côté. Ouais. Après, le deuxième marqueur, c'est qui? C'est J-Dub. Ils sont tous à peu près. J'ai vu qu'ils étaient à 15 points. Holmgren, non, Holmgren est à 6 points. C'est quand même là, clairement, que ça a pêché. Jalen Williams est à 17 points. Et Lou Dort, dont on n'a pas encore parlé, qui a été assez exceptionnel à 3 points. Ouais. Non. Dirty Dancing. Ça, ce sera pas ça à tous les matchs, c'est ça que tu veux me dire. Non. Bon, en tout cas, on a entendu des loups. Oui, c'est vrai que quand non, mais 5 sur 8. Il est capable de mettre 5 de suite comme ça. On l'a déjà vu faire. Mais c'est pas dans le jeu. Quand tu vois que Dirty Dancing, il met 4 de suite, il est capable de rater 10 de suite aussi. On l'a vu faire. Voilà. Et on a oublié aussi, il faut quand même le notifier quand on parlait des bancs, d'Obi Toppin, qui a été aussi très très bon. Lui aussi à 3 points. Oui, non, mais c'est le jeu des Pacers. Le ballon, il bouge. Et il n'y a pas de dribble. Pour les fixations, oui. Mais quand on voit... on voit les petites performances comme ça. TJ McConnell, voilà. Mais c'est 9 points. Ouais, c'est 9 points. On a titré le podcast Est-ce que le Thunder est toujours favori? Oui. Voilà la question à 100 000 euros. C'est pas un shoot à 100 000 euros, c'est la question où, du moins, le Game 2, peut-être comment toi tu le vois. Oui, bon, moi je vois une action, tout simplement. À domicile. OKC ne peut pas se permettre, donc chez Gidjus, il a raison. Ils vont avoir une réaction collective. Et voilà, avec un Shea déterminé, il sait que c'est match par match, il sait qu'une performance, une victoire, il faut gagner 4. Donc, ils ont cette idée dans la tête, et ils ont l'exemple de Denver, qui est venu voler un match chez eux. Donc ils ne vont pas paniquer. Marc Dagneau, il va, dans le courte période de temps, va les adresser, va mettre les problèmes en marche, et puis voilà. Donc le Thunder encore favori. Oui. Bon, très bien. On a fait un beau tour. Vous en aurez aussi un peu plus, évidemment, dans l'émission que tu vas tourner juste après ce podcast. On en profite quand même aussi pour revenir sur la grosse actu hors finals de la semaine. C'est cette éviction de Tom Thibodeau des New York Knicks, un peu à la surprise générale, hein. Avec Nico, pas plus tard qu'en début de semaine, on disait que c'était à 100% sûr qu'il prolonge. Pour le baiser de la mort. Ça arrive. Ça a déjà dû t'arriver aussi une fois. Oui. Bon, voilà, on s'excuse, mais c'est aussi ça la NBA, c'est toujours des surprises. Comment toi tu l'as vécu cette éviction? Est-ce qu'elle est méritée selon toi? On a entendu Jacques Monclar être un petit peu énervé contre Leon Rose et la direction des Knicks. Ce qu'on a appris cette année, c'est que rien n'était impossible. Ça c'est sûr. Donc voilà. On a vu pire. Donc oui, il était délicat. Il était critiqué. Il était en interne aussi. Visiblement. Oui, donc c'est pas même si l'équipe est en progression, c'est pas une fleuve tranquille à New York. Donc, mais est-ce que c'est une erreur selon toi? Oui. Parce que l'équipe était en progression, l'équipe était en construction. Il manquait 1 ou 2 pièces, voilà. Mais pour moi, c'est la faute des joueurs. C'est la faute des joueurs. Quand tu as Brunson, quand tu as Karl Anthony Towns, vous êtes défensivement faible, fragile. Donc on s'est fait exposer dans les playoffs où la défense gagne des matchs. Ils n'ont jamais gagné en défense. Non. Oui, alors que c'était censé être leur force. Oui, donc il était obligé
Tom Thibodeau a changé fusil d'épaule quand ils ont reçu Brunson. Après, ils ont reçu Cat, de changer sa philosophie. Mais il avait commencé à montrer un petit peu ça avec... Ouais. Non, mais moi, je suis choqué, comme tout le monde. Bon, on a vu que la profondeur du banc, les joueurs, ils n'avaient pas l'habitude de rentrer sur la grande scène. Mitchell Robinson était quand même une force de frappe. Voilà, donc oui, je suis déçu. Selon toi, au-delà du coach, qu'est-ce qu'il faut apporter? Tu as dit un petit peu plus, mais avec le salary cap qui reste, il n'y a pas beaucoup de choses. Est-ce que toi, tu repartirais sur la paire quand même Bronson-Cat? Oui, c'est une projection. On a vu que Kevin Durant était prêt à venir. Donc, ça, il faudrait quand même faire partir Cat. Oui, non, mais ça, il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire. C'est pas... personne est intradable. Donc, voilà, il faut voir quelle pièce peut bouger. Voilà. Pour finir, on parle d'un Mac Malone peut-être pour remplacer Tom Thibodeau. On partirait finalement un petit peu sur le même profil de quelqu'un qui a de la poigne, qui sait où il va, à l'inverse de ce qui commence un petit peu à se faire ces derniers temps en NBA, de miser sur des jeunes coachs. Alors, il y a aussi quelques rumeurs là-dessus. Qu'est-ce que tu verrais de mieux pour les Knicks? Il faut quelqu'un avec peau épais. Ça, c'est sûr. Une peau de crocodile. Voilà, donc, mais pas des boots. Tom Thibodeau, pour ça, c'était pas mal. Oui. Non, mais Mike Malone, pourquoi pas. Jeune coach, j'y crois pas du tout. Okay. Ils sont pas en construction. Ils pour sont New York pas... en plus. Oui. Donc, pour plaire à Chalumette... Le fameux. Oui, le fameux. Donc, oui, non, mais on a entendu parler de Jason Kidd, on a entendu parler de Jeff Van Gundy. Non, mais... De la vieille. Ouais. Bon, une transition, ça peut être pas mauvais. Bon. On suivra ça durant tout l'été, ça devrait pas trop tarder. On parlait de jeunes coachs. Phoenix, eux, ont pris cette option-là avec Jordan Ott, du coup, qui vient d'être nommé nouvel entraîneur des Suns. Il était en balance avec un autre jeune, Johnny Bryant. C'était deux anciens coachs assistants de Atkinson à Cleveland. Juste pour la petite biographie qu'on a de lui, vu qu'il n'a pas d'expérience pour l'instant en tant que head coach. Il est passé par Michigan State, l'université du propriétaire Matisse Bia, qui est passé aussi par là. On sait que c'est un très grand fan de vidéo. Il a été coordinateur vidéo chez les Hawks de Mike Budenholzer. Est-ce que c'est un bon choix? Voilà, là pour le coup, on fait vraiment table rase du côté de Phoenix. Oui, si vous avez le temps. Ouais. Voilà, c'est lui. Là, c'est le Spoelstra. Ouais. Toi, tu connais ça un petit peu? De ses débuts, il est vidéo consultant, il fait de la vidéo, après il fait des frites, après il passe au comptoir. Petit. Voilà, donc maintenant il est manager. Ouais. Voilà, donc oui, c'est pas sûr que ça va plaire à Booker. Visiblement, ce serait avec l'aval de Devin Booker. Ouais, bon, écoute, si l'aval il est comme ça, c'est mieux quand même. C'est mieux. Bon, ils n'ont pas demandé des conseils à Kevin Durant. Moins, j'ai l'impression. Voilà, d'accord. Donc, on peut exprimer. Oui, bon. Mais une reconstruction avec un jeune coach autour de Devin Booker, est-ce que c'est la meilleure solution pour Phoenix? Non, je suis désolé. Phoenix, Kevin Durant, c'est un franchise qui parle. C'est une franchise qui doit jouer les premières places dans l'Ouest. Donc voilà, tu ne avances pas sur un projet
qu'on a annoncé compétitif, vouloir gagner le titre, mais tu ne pars pas en arrière. Donc, jouer le maintien, je ne pense pas. Ouais. Mais je pense que là, c'est fini. L'époque du trio Bill, KD et Booker. Oui, on va voir. On va voir. Oui. Mais bon, KD est quand même annoncé sûrement ailleurs. Oui. Non, mais c'est logique quelque part. Ils n'ont pas, pendant la période de trade, protégé. Donc voilà, ce joueur-là, il veut aller voir ailleurs. Il veut jouer dans une équipe qui joue le titre. Ça se comprend. Oui, ça se comprend. Bon, on verra ça, on suivra ça. On a fait un petit tour. De toute façon, je pense que Chris, on est parti pour se revoir là sur ces finals. Oui. Et vous êtes prêts à nous réécouter dès bien le match suivant. Je crois que ce sera lundi prochain. Ouais. Deuxième match dans la nuit de dimanche à lundi sur Beansport à 2h du matin avec tous nos acolytes envoyés. C'est plutôt prévu. C'est le dimanche, c'est toujours l'heure du Seigneur. Voilà, c'est moi le Seigneur. Voilà. L'horaire du Seigneur, vous le connaissez, hein, c'est toujours en début d'après-midi et à 12h45 aussi sur NBA, dans NBA Extra. Merci Chris. Thank you. Merci à vous de nous suivre et à très bientôt.